Culture Soccer. Culture Soccer. Bonsoir tout le monde, on est là encore une fois pour un nouvel épisode de CS à l'érable, le podcast 100% canadien, dans les bons comme dans les mauvais moments. À l'animation, Adi Raphaël, je suis rejoint par mes deux co-animateurs. En premier, mon ami Alex Rupert. Salut Alex, ça va? J'aimerais dire oui, mais Ouais, on va essayer de ouais. se consoler. On va essayer de se remonter le moral. Ouais, soirée très difficile, n'est-ce pas, Daniel Cameron, le deuxième co-animateur. Ça a été très difficile. On va en parler de ce match entre Forge FC et RKFC. Comment toi tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt pour attaquer un podcast? Ah, bon Dieu, c'était épuisant. Je pense que je suis fatigué plus que les joueurs, là. C'était Je pense pas que très c'est très difficile d'être plus fatigué que les joueurs, en tout cas, mais on en parlera un peu plus tard, en tout cas. En tout cas, ça va être très intéressant de parler de ce match-là. Donc, un match, on en avait parlé lors du dernier podcast, un match extrêmement important pour le soccer canadien, un match très important pour la Canadian Premier League pour sa première année, la CPL, la CanPL. Cette ligue complètement nouvelle qui tentait de faire un exploit avec Forge FC, qui pouvait à ce moment-là se qualifier pour les demi-finales de la CONCACAF League, la petite sœur de la CONCACAF Champions League. Aujourd'hui, c'était les quarts de finale entre Forge FC et Arcae FC, un club haïtien. Nouveau club aussi, donc on peut pas parler beaucoup comme on avait fait avant du fait qu'il y a une grosse histoire, ainsi de suite. C'est un club fondé en 2017, donc sensiblement à 1 ou 2 ans près de 2 ans près que de Forge FC. Donc on peut pas trop parler du fait qu'il y a l'expérience ou quoi que ce soit. C'est compliqué. Finalement, une victoire de Arcae FC sur penalty, 4-2 sur penalty. Je vais pas trop moi commencer par parler du match. Je vais te laisser en premier, Daniel, un peu parler de ce match-là. C'est sûr, donner des informations à nos auditeurs et bien évidemment tes impressions à peu près sur tout ce qui s'est passé, en commençant bien évidemment par le 11 de départ concocté par notre ami Bobby Smyrniotis. Oui, ben honnêtement, Bobby Smyrniotis, il nous a vraiment surpris. Il a fait jouer, bien sûr dans les buts c'était Henry, en défense Awa à gauche, Trudson, Edgar en charnière centrale, Samuel à droite. Au milieu, Johnson, Becker, Sabac. Jusqu'à là, rien de surprenant. Et là, sur les ailes, Chouanière et qui? Jonathan Grant. Vous vous rappelez, la semaine passée, on disait que Jonathan Grant va revenir puis que sa présence physique va être importante. Ben là, il a voulu qu'il pèse sur les défenses adverses. Et en pointe, Babouli. Faut noter l'absence de Chris Nenko et de Iliman Cissé de la feuille de match parce que les deux étaient blessés. Assez rapidement, le Forge FC pas assez proche d'un but très rapide, mais Chouanière, malheureusement, il l'a manqué de quelques secondes. Après ça, de l'autre côté aussi, on a eu une action. Une des actions qui m'avait vraiment marqué en première mi-temps, c'était le coup franc de Becker et la tête de Crudzen, je crois. Vers la 25e, si je me rappelle bien. Forge a dominé la première mi-temps, fait 3 tirs, un cadré, alors que Arcae a fait juste un tir, qui était d'ailleurs en début de match. Et là, ça se termine par le penalty suite à une faute de sur Babouli dans la surface et transformé par Crudzen qui tire mais que le gardien saute du bon côté quand même. Moi, ce qui m'a marqué un peu dans cette mi-temps-là, c'était le fait que Forge n'arrivait pas à concrétiser sa domination et qu'en contrepartie, Arcae jouait quand même assez physique. Il y a eu 2 cartons jaunes en première mi-temps. La deuxième mi-temps, on retourne et là, les joueurs de Forge, on dirait, ils sont pas concentrés du tout, mais pas du tout. Jusqu'à une passe en retrait d'Aoua
vers Henry. Et là, il y a un bond bizarre qui se fait. Et là, Henry il tente de la contrôler. L'attaquant arrive pour lui faire la pression. Puis là, Henry essaie quand même de faire son crochet. Puis là, l'attaquant lui enlève le joli cœur. C'est Kervin Jolicoeur qui lui enlève le ballon des pieds et qui marque dans le but désert. Ça, c'est un but gag qui est tellement, mais tellement difficile à encaisser pour Henry. Là, même Crutzen vient le voir, essayer de le consoler. Par la suite, il y a eu des changements de part et d'autre, notamment Nova qui est rentré. Mais il y a eu après le but de Arcahaie, il y a eu un moment très cocasse quand le gardien d'Arcahaie mentionne que que le filet est détaché et là des gens viennent pour le réparer puis on perd au moins 5 minutes là-dessus. Il y a eu également une faute, si je me trompe pas, c'était sur Babouli qui fonçait, là le gardien est sorti et tout. Mais même ça, on n'a pas pu en profiter. On a tenté de mettre, je veux dire, les joueurs de Forge ont tenté de mettre la pression sur la défense adverse qui dégageait n'importe comment. Mais ce que j'ai constaté, c'est que quand les joueurs d'Arcahaie y allaient à fond, là, rien à perdre, let's go, on y va, puis que c'était décousu et tout, mais ils causaient la panique dans le camp de la défense de Forge. Plusieurs fois, ils sont passés proches, mais ils ont pas tiré ou ils ont tiré de loin. Et là, la séance de tir au but arrive. L'arbitre a sifflé à 5 minutes pile. Les joueurs de Forge n'étaient pas de bonne humeur. Et là, premier tir, Crutzen change de côté, mais le gardien a quand même eu sa trajectoire. Par la suite, le joueur d'Arcahaie tire. Henry a sauté, mais on dirait qu'il a voulu suivre le ballon. Il a sauté trop loin. Après ça, le deuxième tir de Cavalry, c'était Achinotti Johnson. Tir et, du même côté que Crutzen à sa gauche. Et là, le gardien de Arcahaie, il saute et il l'attrape là, de pleine confiance. Ensuite, on a le tir de David Edgar qui, là, il fait un tir en pleine lucarne de toute beauté et il garde l'espoir. Et là, encore une fois, Henry en mesure d'arrêter. Par la suite, c'était, si je me trompe pas, c'était Babouli qui tire, lui aussi, il est bien cadré. Et là, si le joueur de Arcahaie marque, c'est fini. Il tire à droite. Henry touche le ballon et ça rentre quand même. Et c'est la fin. C'est triste en tout cas, c'est triste d'avoir écouté tout ça. C'était vraiment très très triste. Après bon, merci de nous avoir donné tous les faits du match. Je pense que on n'aurait pas pu les détailler plus que ça. En tout cas, Daniel, c'est très apprécié. T'as vraiment retourné le couteau dans la plaie, je pense. Je suis sûr qu'Alex, maintenant, il doit avoir fini sa 2e bouteille de vin. Alex, ça va bien? Je pense que je vais travailler sur la 3e. Donc, c'est ça. Parle-nous un peu de ce match-là. Est-ce que il nous a, notre ami Daniel nous a parlé vraiment de vraiment tous les détails de ce match-là en gros et en vraiment bien détaillé et bien précis. T'as pensé quoi de ce match-là? Est-ce que t'as eu des impressions spécifiques par rapport à ce match-là, des choses que tu pensais, des certitudes qui sont sorties à partir de ce match-là? Oui, pendant que je me remets de mon de mon stress post-traumatique post-Gold Cup, dès le début du match, tu voyais qu'il y avait un manque de cohésion. Puis, est-ce que c'était dû à la rouille? Parce qu'il faut pas oublier que Arcahaie continuait à jouer en match de ligue et ils étaient dans le feu de l'action tout le temps pendant que Forge, oui, ils se déplaçaient en Amérique centrale. Je pense qu'ils étaient même rentrés au Canada avant de repartir en République dominicaine avec les 14 jours de quarantaine.
quarantaine. Donc, moi, je trouve que la rouille, ça a paru surtout en avant parce qu'on a vu que même si la défense paraissait bien, puis le milieu de terrain se débrouillait pas si mal, mais c'était pas mal décousu en avant. C'est comme si que Choignard, Babouli, puis Grant, puis avec le milieu de terrain, ça connectait pas. T'avais comme des miscues, le timing était pas bon. Des fois, Choignard, il commençait une course et la passe arrivait pas, ou il arrivait trop tôt ou trop tard. C'était tout l'inverse du match contre Taureau. Puis, une autre chose qui m'a déplu de la performance de Forge, c'est t'avais vraiment l'impression que c'est une équipe qui impose pas sa qualité, son niveau de jeu. Puis, la façon qu'on a vu contre Limeño, tu voyais qu'au début, bon, ils regardaient Limeño comment jouer, puis eux, ils s'ajustaient à Limeño, puis petit à petit, ils prenaient le dessus sur le match. Puis tu voyais que contre Taureau, ils savaient qu'ils avaient affaire avec une équipe de qualité, puis ils ont vraiment sorti fort dès le départ, comme ils sont capables. Mais ce qui m'a vraiment déplu, c'est que tu voyais que Ford jouait, tu sais, comme on dit, ils jouaient en dessous du niveau qu'ils sont capables, puis ils s'ajustaient à ce que Arcahaie faisait. Fait qu'ils regardaient Arcahaie, ils jouaient moins bien que Arcahaie, puis quand je les regardais, j'étais comme, les gars, si vous jouez vous pouvez pas jouer comme ça contre Cavalry. Parce que Cavalry vous taille en pièces en 45 minutes si vous jouez comme ça. Puis ils jouaient comme ça contre Arcahaie. Puis tu voyais vraiment que, tu sais, tu voyais souvent dans les médias sociaux, tout le monde disait, mais tu sais, le niveau de jeu est pas bon, puis c'est ça, Forge. Non, Forge jouait en dessous de ce qu'ils sont capables de faire. Puis ce que j'aimerais de Forge à l'avenir, c'est que, tu sais, t'es conscient de ton niveau de jeu, tu sais, t'es conscient de ce que tu es capable de faire, impose-le dès le départ. Puis si ça veut dire que tu dépasses tes adversaires, tu les prends de court, ben c'est ça qu'il faut que tu fasses. Aussi, je comprends qu'au début de match, tu étudies ton adversaire, mais ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Faut quand même donner du crédit à Arcahaie. Ils étaient vraiment bien organisés, ils étaient compacts, même si tu voyais qu'ils étaient rapides. C'est sûr que la cohésion au début, c'était un peu manquant, mais tu voyais au fil du match, ils commençaient à devenir un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus téméraire, un petit peu plus défiant de Forge. Et ce qui a vraiment paru, c'est qu'ils ont fait leur devoir. Parce qu'en même temps, tu voyais que l'attaque de Forge était déconnectée. C'était dû au fait que Arcahaie savait vraiment à qui ils avaient affaire, puis ils savaient vraiment à qui ils devaient couper l'espace, à qui ils devaient vraiment étouffer, quel joueur ils devaient étouffer pour les empêcher d'être créatifs devant eux. Puis, c'est sûr qu'au cours du match, Forge a augmenté la pression, puis tu voyais que la défensive haïtienne commençait à craquer. Fait que tu voyais plein de fautes. Ils jouaient vraiment de façon, ils commençaient à jouer beaucoup d'indiscipline pour pallier au fait qu'ils étaient pas capables de les arrêter. Mais ouais, on a vraiment assisté à un match de CONCACAF, vraiment. Puis, tu sais, le seul positif, c'est que tu te dis, Forge, ils ont comme appris, ils ont pris des notes, puis ils jouaient vraiment de la façon CONCACAF. Avant le but accordé par Henry, tu vois que Forge, ils attiraient les fautes, ils gaspillaient le temps, puis ils étaient vraiment en contrôle du match, puis tout s'est écroulé quand Henry a fait sa faute. Puis la chose que j'avais remarqué pendant le match, c'était que Henry, son placement était étrange, parce que je trouvais qu'il était vraiment trop haut, trop souvent. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Vous tirez pas de l'arrière, pourquoi tu prends des risques? Puis des fois, tu voyais que Arcahaie, il faisait des lobes vers l'avant, puis tu voyais que Henry était vraiment trop haut. Je trouvais qu'il faisait un petit peu preuve il était un peu trop téméraire, frôlant l'arrogant, un petit peu trop sourd de lui, puis ça l'a piqué, puis ça lui a nuit, puis tu voyais que Forge était en mode rattrapage, puis ils ont jamais été capables de revenir dans le match pour gagner le match, puis en tir de barrage, mais qu'est-ce que je peux dire? Typiquement canadien. Je sais pas s'il faut prendre des sessions supplémentaires pour les tirs de barrage, mais ouais, on était vraiment pas là, on était pas dans le coup. Non. C'est difficile, les penalties, c'est difficile. Ce match-là a été très, très difficile. Très sincèrement, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour la rouille.
pour moi, tu parlais comme quoi les Forge FC étaient un peu rouillés, et ainsi de suite. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. On aurait pu dire la même chose contre Taro. Puis, écoute, on a joué une équipe bien supérieure avec Taro, puis on a réussi à passer. Donc, pour moi, c'était pas normal. Bon, après les deux équipes en première mi-temps, il y avait beaucoup de déchets techniques. Énormément de déchets techniques de la part des deux équipes. Et c'est ça qui est un peu dangereux, c'est que Forge FC n'a pas su montrer sa supériorité technique. Et c'est ça m'a un peu dérangé. Mais bon, ça s'est arrangé, ça c'est la première demi-heure. Mais après, on a vu sur les 15 dernières minutes de la première mi-temps, là, on a vu Forge FC vraiment pressé et on a senti que, OK, Forge FC, on l'a senti une équipe bien supérieure. On a eu le but refusé. Puis après, on a le but finalement sur penalty, un penalty très bien transformé par Kludzen. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on pensait, moi, à ce moment-là, un but marqué juste avant la mi-temps, vraiment quelques secondes avant la mi-temps. Déjà, Forge FC était déjà en train de prendre l'ascendant sur son adversaire. Donc moi, je me suis dit, écoute, logiquement, il devrait pouvoir continuer à la deuxième mi-temps de la même manière. Et c'est là où je te rejoins un peu, Alex, quand tu dis que Forge FC est vraiment une équipe qui s'adapte à son adversaire. Puis on a senti qu'au lieu que Forge FC presse sur le champignon et continue à vraiment mener ce match et à dominer ce match, ils ont attendu. Puis ils ont laissé Arcae jouer. Et après, là, Arcae, ils ont changé aussi de tactique. On avait un pressing extrêmement haut de la part de Arcae. Et Forge FC se contentait de faire des longs ballons vers l'avant au lieu de déjouer un peu ce haut pressing. Et ça fait en sorte que déjà, le club haïtien commençait déjà à prendre l'ascendant sur cette deuxième mi-temps-là. Donc déjà, c'était dangereux. Puis après, il a fallu la crampe au cerveau de la part de Tristan Henry. Je comprends pas ce qui passe dans la tête de ce gardien-là. On va c'est sûr en parler plus tard. Est-ce qu'on peut lui en vouloir autant que ça? Mais on en parlera un peu plus tard. Il y a eu ce but égalisateur qui vraiment n'est complètement pas mérité. Mais quand on voyait que déjà, le club haïtien, Arcae, dès qu'ils avaient la chance de tirer, ils tiraient. Que ce soit de 40 mètres ou de 50 mètres des fois, ils tiraient. Ils tiraient dès qu'ils avaient une chance. Ils prenaient pas le temps. C'était directement, j'ai une chance de tirer, je tire, quelle que soit la distance. Et finalement, écoute, ça a marché leur tactique. Ça a marché. On a beau dire que oui, Forge FC est supérieur, et je ne vais pas dire que c'est faux, parce que ce n'est pas faux. Par contre, écoute, finalement, on retient jamais les perdants. Hein. L'histoire retient les gagnants. Et le gagnant dans ces quarts de finale là, c'est Arcae FC qu'on félicite parce que, écoute, finalement, ils ont joué le match comme ils savaient le jouer et ils ont réussi à passer l'obstacle de Forge FC. Ça va être très difficile pour eux après parce que c'est sûr qu'ils jouent contre, je pense, Saprissa le prochain match. En tout cas, le gagnant entre Saprissa et son adversaire. On va voir si à ce moment-là, si à ce moment-là ils vont pouvoir être aussi bon contre un club de ce niveau-là. En tout cas, c'est assez intéressant. J'ai une question pour vous deux. J'aimerais que vous me répondez. Daniel, tu commenceras par répondre toi-même. Est-ce que pour vous, Tristan Henry a eu un peu la grosse tête après avoir eu son titre de meilleur gardien de l'année 2020? Et d'un autre côté, est-ce que le titre de meilleur gardien 2020 est mérité pour Tristan Henry? Daniel, t'en penses quoi? Par rapport à la grosse tête, je pense que oui, elle semble avoir pris confiance, mais je pense que c'est peut-être sur l'ensemble de l'œuvre, là, pas juste sur son titre individuel. Par rapport au titre, ça a été difficile de pas lui donner, vu qu'il a été quand même décisif dans plusieurs matchs. Moi, j'aurais aimé que ce soit Oxner, mais avec le dernier but qui s'était fait marquer, disons que ça a été difficile de lui donner. Je vais dire ça comme ça. Moi, je pourrais dire que si on regarde juste les Island Games dans le fond, son prix pour la saison 2020 CPL est basé sur les Island Games. Il méritait le trophée parce que je pense que c'est lui qui a eu le plus. Il était dans le top 2 des blanchissages. Je pense que c'est lui qui a fait le plus d'arrêts. Il faut lui donner. Il a vraiment fait son travail pendant les Island Games. Puis c'est lui le gardien de l'équipe championne. Puis avec le plus d'arrêts, tu vois que il a été un facteur déterminant dans la
dans, dans les succès de Forge. Ben moi, je pense que oui, le prix lui a sûrement monté à la tête, puis les performances en CONCACAF League, c'est bon d'avoir confiance, mais faut pas trop en faire. Puis c'est comme je disais plus tôt, ça paraissait un petit peu trop que il commençait à pas faire attention, il était un petit peu trop téméraire, trop, je veux pas dire arrogant, mais il était placé beaucoup trop haut à trop d'occasions. Puis même quand sur le but la faute qu'il a fait sur le but égalisateur, il avait le temps de le dégager. C'est comme si le ballon est tombé devant lui, puis au lieu de juste s'en débarrasser, il a essayé de jouer avec. Puis il avait encore le temps de se rattraper, puis il l'a pas fait. Il a voulu dribbler devant l'attaquant haïtien. C'est là que j'ai fait oh my God, qu'est-ce que tu fais? Oublie ça, cette défaite-là, c'est vraiment Tristan Henry qui est un des gros coupables de ça. Moi, je pense que je t'avais donné mon avis là-dessus, que oui, Tristan Henry, il méritait le prix pour 2020, mais j'ai toujours pensé que si tu regardes l'ensemble de l'œuvre, j'ai toujours trouvé que Carducci était beaucoup plus fiable, beaucoup plus constant. Puis le Tristan Henry qu'on a vu ce soir, c'est le Tristan Henry qu'on voyait dans la première saison en 2019 en CanPL. Des jeux comme ça, il en a déjà fait avant. Puis c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être vendu sur Tristan Henry, même en 2020, parce que c'est pas la première fois que je vois ça. Effectivement, écoute, je suis complètement d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit ici, Alex. Par contre, pour moi, Tristan Henry est pas un bon gardien. C'est aussi simple que ça, je vais être méchant, mais vraiment, pour moi, c'est pas un bon gardien. Ce n'est pas un gardien au niveau que devrait avoir une équipe comme Forge FC. Je trouve que ce gardien-là est surévalué. Je trouve que ce gardien-là a fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Puis chaque fois qu'on me dit « Ouais, Tristan Henry a fait une saison », ben, je suis désolé, ok, faire de beaux arrêts de temps en temps, ben je pense que c'est tous les gardiens qui vont faire de beaux arrêts. Mais quand tu regardes la constance, quand tu vois le nombre d'erreurs qu'il fait, tu peux pas considérer que c'est un bon gardien. Il fait énormément d'erreurs, des erreurs d'appréciation et ainsi de suite. Bon, pour finalement le titre de meilleur gardien de l'année, ben écoute, est-ce que c'est mérité? Pour moi, écoute, il n'y a aucun gardien cette année en 2020 qui méritait ce titre. Aucun. Il n'y a pas un seul gardien qui a été bon durant les Highland Games. Mais vraiment aucun. Donc pour moi, si jamais le titre aurait pu être annulé, j'aurais préféré ça. Parce que je pense que tous les gardiens en CanPL cette année, 2020, lors des Highland Games, ont été assez bof. Bon, je suis très sévère, c'est vrai, mais je suis vraiment désolé. Faire une erreur comme ça, dans un match aussi capital que ça, pour moi, ce n'est pas du tout pardonnable. C'est impardonnable. Pour moi, Tristan Henry, on a beau dire, ouais, ben écoute, c'est une erreur, ça arrive, ainsi de suite, je comprends, mais c'est quand même une énorme erreur, là. Je comprends si tu fais une erreur, une faute de main, ça arrive à tous les grands gardiens. Le ballon file entre tes jambes, sur un tir, tu essaies de l'attraper, il file entre tes jambes, ça arrive, j'ai aucun problème. Mais ce genre d'erreur-là, où tu essaies de vraiment de dribbler l'attaquant adverse quand déjà ton équipe est complètement en train de dominer, puis d'un autre côté tu gagnes juste par un seul but. Pour moi, un gardien amateur ne devrait pas faire cette erreur. Donc je suis très très sévère comme je l'ai dit, mais sauf que pour moi c'est amplement justifié d'être sévère avec quelqu'un comme Tristan Henry. Donc pour moi la faute revient à Tristan Henry. D'un autre côté, on a beau dire que les penalties et les tirs au but, c'est vraiment une histoire de chance, c'est très vrai, mais c'est aussi une histoire de mental. Et je pense que Tristan Henry a été tellement affecté par ce but-là que mentalement, il était juste pas prêt à affronter les joueurs haïtiens. Et c'est une des raisons pourquoi aussi on a perdu au tir au but. Bon, le côté positif de la chose, c'est qu'au moins, en fait, il y a deux côtés positifs. Au moins, Forge FC peut encore se qualifier pour la Ligue des Champions parce qu'ils vont devoir jouer un autre match. Si jamais ils gagnent cet autre match, à ce moment-là, ils se seront qualifiés pour la Ligue des Champions. Et si jamais ils ne gagnent pas le prochain match non plus, ils pourront se qualifier en gagnant la finale du championnat canadien face à Toronto FC si jamais la finale se joue. Bon, déjà, il y a de bonnes nouvelles du côté de Forge FC. La deuxième bonne nouvelle, c'est que au moins
on sait que ce sera pas le dernier match de la carrière de David Edgar, qui avait dit il a dit aujourd'hui même que c'était son dernier match en carrière, que c'était sa dernière année en carrière, qu'il prenait sa retraite à la fin de l'année 2020. Donc, si jamais Forge avait gagné, vu que les demi-finales elles se jouaient au mois de janvier l'année prochaine, David Edgar ne ferait plus partie de cette équipe-là. Donc, on sait que vu que le match de consolation va se jouer avant, on sait que David Edgar jouera encore un autre match. Donc, au moins ça, on prend ce qu'on peut de positif. Les amis, j'aimerais que vous me donniez aussi des points positifs par rapport à ce match-là, si jamais il y en a. Je vais commencer par toi, Daniel, cette fois-ci. Juste donne-moi des points positifs. Si jamais tu veux réagir sur ce que moi j'ai dit par rapport à David Edgar et par rapport au fait que Forge ait encore la chance de se qualifier en Ligue des Champions, vas-y. Si jamais tu veux ajouter autre chose, vas-y aussi. Point positif, je dirais qu'il y a la solidité défensive, parce que mis à part la bourde de Tristan Henry, il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu vraiment de tir cadré. Donc là-dessus, je pense que c'est une bonne nouvelle. Sinon, pour l'ensemble de l'œuvre, je veux dire, là, il y a Edgar. Moi, ce que j'avais compris, c'est que si Forge gagnait, Edgar pouvait pas être là au prochain match. Et si Forge perdait, Edgar pouvait être là au prochain match. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Ok, pardon, j'avais mal compris alors. Désolé. Actuellement, de toute façon, on n'a pas encore les dates. C'est ils vont jouer contre le perdant comme tu as dit, de Saprissa contre Marathon, club hondurien, si je me trompe pas. Également, je dois vous avouer quelque chose, peut-être que vous n'allez pas être content, mais moi, j'espérais vraiment pas que Forge se rende au tir au but parce que je pensais pas qu'ils allaient pouvoir passer à travers la séance. Là. Je sais pas, j'avais un feeling. Là, est-ce que vous y croyez? Et toi, Alex, est-ce que tu penses que Forge aurait pu... Au moment de la séance de tir au but, est-ce que tu y croyais ou tu te dis c'est fini? Moi, je pensais que c'était fini parce que, en plus, tu le voyais dans le langage corporel des joueurs haïtiens. Ils ont fait le but égalisateur et ils sont tombés complètement en mode CONCACAF. Ils ont brûlé le temps, ils ont voulu retarder et tirer le match le plus possible parce que déjà, pour eux, se rendre en tir de barrage, c'était déjà une victoire. Puis gagner en barrage, c'était comme la cerise sur le sundae. Eux, ils avaient absolument rien à perdre du tout. Puis, puis tu voyais que moi, je savais que Henry allait pas se remettre de cette erreur-là. Puis comme je l'ai dit plus tôt, je l'ai vu en 2019, quand Henry faisait des bourdes, il avait la chance d'être dans une équipe qui dominait tellement la ligue que même que son équipe cachait ses bourdes. Mais là, en Ligue des Champions, en CONCACAF League, tu peux pas faire des erreurs comme ça. Aussi, pour revenir sur les points positifs, comme tu disais, Daniel, la défensive a été très bonne. Ils ont été capables de suivre l'attaque rapide haïtienne. Ils ont été capables de contenir la contre-attaque. Je suis encore resté un peu sur ma faim sur le milieu de terrain. Et malgré le manque de cohésion à l'attaque, j'ai bien aimé ce que Chouanière amenait, vitesse et qualité. Même chose pour Babouli. Grant, je suis pas vraiment vendu. Je pense que Nenko ou quelqu'un d'autre ça aurait été un meilleur choix. Autre point positif, là, alors qu'on se parle, Saprissa mène 1-0 sur Marathon. Puis si on doit affronter Marathon, ça va être beaucoup plus relevé que Arcahaie. Mais peut-être le point positif, puis ça c'est le premier point que j'avais apporté. Ford, c'est une équipe qui semble s'ajuster à ses adversaires. Fait que s'ils savent que Saprissa au Marathon, c'est une équipe de qualité comme Taureau, c'est très probable que dès le début, ils vont imposer leur niveau de jeu dès le départ, puis c'est tout ce qu'on peut espérer.
Ouais, bah écoute, on verra. On verra ce qui va se passer. Très sincèrement, j'ai du mal à voir plus loin qu'aujourd'hui, tellement je suis déçu. Je suis vraiment déçu de cette prestation de la part de Forge FC. Après, bon, il va falloir regarder au-delà. Il n'y a pas le choix. Il va falloir regarder au-delà de ce match-là, cette grosse erreur de parcours de la part de Forge FC. Je pense que c'est vraiment dommage. Mais c'est la beauté du sport, hein, c'est la beauté du soccer et une équipe qui, sur papier ou même techniquement est supérieure ne veut pas dire que spécifiquement elle va gagner. Euh, est-ce que vous pensez que Forge FC a appris? Est-ce que vous pensez que on verra que Forge FC va apprendre de ces erreurs-là, ne plus retomber dans ce genre de piège-là? Alex, est-ce que tu penses vraiment qu'ils ont appris ou bien est-ce que tu es pas trop sûr par rapport à ça? Ben, tu sais, Force, c'est un club qui est très jeune. Fait que, tu sais, l'apprentissage se fait au cours et à mesure. Tu sais, faut pas oublier que Force, c'est une équipe qui a seulement 2 ans. Fait qu'il faut, oui, tu sais, c'est crève-cœur, mais faut rester réaliste. Si on nous avait dit en 2018-2019 que Force se rendrait aussi loin dès leur deuxième année, personne n'y aurait cru. Je pense que Arcae s'est rendu encore plus loin pour leur troisième année, donc c'est quand même pas mal. ouais, mais tu sais, je me rappelle dans les médias sociaux, il y avait beaucoup de monde qui disait que on n'aurait même pas dû donner une place à une équipe de CanPL en CONCACAF League. Il y a du monde qui le disait, on n'a pas d'affaires là. Mais on a prouvé le contraire. Puis je pense que les jeunes, ils apprennent. Puis faut pas oublier, il y a beaucoup de joueurs dans Forge FC, ils viennent directement de la Ligue 1 Ontario. Fait que là, tu prends des joueurs qui jouent en Ligue 1 Ontario, qui ont joué une saison en CanPL, qui ont joué un tournoi à l'île du Prince-Édouard, puis tu les mets en plein cœur de la CONCACAF, en plein Amérique centrale. Oui, ça va être un gros apprentissage, c'est sûr. C'est pour ça que moi, je pense que comme tu vas affronter en match de repêchage un club un club expérimenté, soit en Saprissa ou Marathon, tu dois compter sur tes vétérans. Oui, ils vont apprendre de leurs erreurs, mais c'est là que tu dois vraiment. Moi, je miserais beaucoup sur les vétérans comme Edgar, c'est sûr, mais Maxime Tissot, je pense que tu dois le faire jouer. Parce que je pense que, tu sais, les plus jeunes qui n'ont pas cette expérience-là, c'est sûr que ça va les secouer, cette défaite-là, parce que ils pouvaient toucher à la Ligue des champions au bout de leurs doigts, puis ça leur a filé entre les doigts. C'est sûr que ça va les affecter, puis je pense que tu as besoin d'une présence de vétérans qui ont déjà été là, qui ont déjà vu ça, qui savent qu'ils doivent aller chercher un résultat en Amérique centrale. Euh, ouais. L'apprentissage, oui, ils ont appris, mais ouais, t'as besoin de la présence des vétérans, c'est sûr. Puis ça prend du temps. C'est avec le temps. Cette culture-là de gagner dans cet environnement-là, ça se bâtit. C'est pas quelque chose qui devient du jour au lendemain. Puis ça vaut la même chose pour les clubs en Amérique du Nord. Tu sais, les clubs MLS, c'est la même chose. C'est quand tu t'envoies un club MLS en Amérique centrale, c'est difficile. Même si sur papier il devrait gagner, c'est difficile. Donc, c'est un apprentissage, tout simplement. Qu'est-ce que t'en penses, Daniel? Moi, je pense que, comme tu as dit, chaque match, c'est une nouvelle équipe, fait que chaque match est un apprentissage. Je pense qu'il va falloir peut-être se concentrer, vraiment apprendre de ce match-là, voir qu'est-ce qui allait pas, essayer d'être plus tranchant offensivement. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est dans des matchs à élimination directe, tu peux pas juste dire on a eu des occasions, il faut les mettre au fond. Puis là, ça fait quand même, il y a eu plusieurs buts sur penalty. Là. Je veux dire, la dernière fois aussi, c'était un penalty qui a sauvé l'équipe. Là. Donc, c'est important d'être tranchant dans la zone adverse, de résister, de faire des tirs, de gagner les duels. Parce qu'on le voyait, là, les duels, quand un joueur de Forge le gagnait, ben c'était parce qu'il y avait une faute. Les duels aériens, là. Donc, c'est peut-être des choses qu'il va falloir travailler là-dessus. Concernant les vétérans, ben, honnêtement, on a vu aujourd'hui que, comment il s'appelle, celui qui prend sa retraite, David Edgar, il a été très important. OK. Gros trou de mémoire. Effectivement. David Edgar, il a été, je veux dire, on a vu là, son rôle aujourd'hui, là, il va être difficile à remplacer.
Donc, il faut en profiter pendant qu'il est là. Sinon, c'est sûr que j'aurais aimé ça voir Tissot, mais Awa a bien joué, honnêtement. Le problème n'était pas en défense, là, clairement pas. Bobby Smiliotis a essayé des choses. Faut dire qu'il manquait Cissé et Nanko. Il a voulu essayer avec Grant en avant, puis ça a été un fiasco monumental. Moi, j'aurais aimé ça voir Nanko, pas Nanko, Novak commencer, puis Babouli à la place de Grant. Mais Smiliotis s'est dit que Grant pouvait peut-être apporter une certaine présence physique. Puis il faut dire, je pense probablement qu'il voulait garder Samuel et Awa titulaire aussi là. Donc à un moment donné, faut être créatif, mais être trop créatif, des fois, ça fait en sorte que les joueurs offensifs n'ont pas de créativité. Toi, t'en penses quoi, Hadi? Ouais, écoute, moi je pense que oui, Forge FC est une équipe qui a appris déjà, qui apprend en fait, et comme l'a dit un peu Alex plus tôt, je pense que c'est une équipe qui a besoin de vivre ce genre de moments-là de plus en plus. Bon, là on est à chaud, on est en train de faire une réaction à chaud. Et c'est sûr qu'on est complètement déçu parce que l'adversaire était prenable et en fait qu'il y a quand même eu une surprise, c'est un choc de nous voir perdre contre Arcae. Mais si jamais on prend du recul et on regarde le résultat de Forge FC, c'est quand même une progression par rapport à l'année passée. C'est une progression par rapport à 2019 d'être qualifié au quart de finale. L'année passée, on n'a pas réussi à se qualifier au quart de finale. Donc en gros, Forge FC est en train d'avancer, en train d'apprendre. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine ils vont aller encore plus loin si jamais ils sont en CONCACAF League, ou est-ce qu'ils vont pouvoir se qualifier en Champions League et à ce moment-là, peut-être faire une surprise ou deux en Champions League, ce serait aussi quelque chose de très intéressant. Mais bon, je pense que Forge FC est sur la bonne voie. Par contre, je suis d'accord, il faut savoir faire jouer aussi l'expérience. Je pense qu'un joueur comme Maxime Tissot aurait été très important aujourd'hui. On a vu que Kyle Becker, le meilleur joueur de la CANPL cette année, a été très moyen dans ce match-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les vétérans comme Kyle, vous avez parlé que la défense a été très bonne, ça c'est très vrai. Mais sauf que le vétéran Kyle Becker, le meilleur joueur de la CANPL cette année, est-ce que pour vous, il a fait un match moyen? Moi, sincèrement, j'ai pas du tout aimé son match. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de déchets techniques. Je l'ai trouvé en dedans. Même ses corners, c'était tiré un peu n'importe comment la plupart du temps. J'aimerais bien avoir votre avis sur Kyle Becker. Toi, Daniel, est-ce que tu as senti que Kyle Becker a joué un match à son niveau? À son niveau, non. Ben, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a fait un match à son niveau. Par contre, on l'a vu dépasser là, à un certain temps, il enchaînait les fautes, notamment quand il y a eu le carton jaune. J'ai l'impression que le style de jeu, à un moment donné, de l'autre équipe faisait en sorte qu'il pouvait pas nécessairement montrer l'étendue de son talent. Puis comme a dit Alex, ben je pense que on a donné des consignes claires à Arquet sur qui surveiller, qui couper, qui marquer dans les duels aériens. Et je sais pas si vous vous rappelez les dégagements du gardien d'Arquet, mais c'était quelque chose là, tu sais. Il y avait une présence aérienne, il y avait un certain style de jeu, puis ça faisait en sorte que Baker pouvait difficilement montrer l'étendue de son talent, là. Malheureusement, c'était un peu décevant à ce niveau-là. C'est plus, je trouvais que Sabac au milieu, on l'a plus vu là, que Baker. Ouais, effectivement. Toi, t'en penses quoi, Alex? Effectivement, Alex, j'aimerais bien avoir ton avis aussi là-dessus, ouais. Ouais, ça date pas de ce match-là, parce que même pendant le match contre Taureau, j'ai trouvé le milieu de terrain quand même assez moyen. Ils avaient pas été un facteur décisif contre Taureau. C'était vraiment la défense qui avait tenu, puis l'attaque qui avait connecté. Je sais pas pour vous, mais tu sais, on parle beaucoup, oui, c'est le meilleur joueur de l'année, puis il y en a on avait des rumeurs de Becker en MLS, mais moi, je commence à le voir pourquoi il est en CANPL puis pas en MLS. Puis je me rappelle, il y avait des joueurs de York 9 en 2019 quand ils avaient battu Forge. Et ils étaient un peu cocky, un peu arrogants, puis sur les médias, puis tu sais sur le site de CANPL, tu
il disait, ah, mais tu sais, le truc avec Forge, c'est que si tu fonces sur le milieu de terrain de Forge, si tu fonces sur Becker puis tu lui coupes l'espace, il est beaucoup moins efficace. Puis tu l'as vu quand les joueurs haïtiens pressaient le milieu, ça marchait pas. Puis Becker, tu le vois que c'est quelqu'un, il est excellent quand il a l'espace puis il a le temps pour manœuvrer. Dès que tu commences à lui couper l'espace puis il manque de temps, il est beaucoup moins efficace. Puis ça avait commencé depuis Taureau. Parce que, puis, tu sais, il est excellent pour le niveau de la CAN-PL, je trouve, mais tu le mets dans des situations où est-ce que tu le mets inconfortable, tu lui causes des problèmes et son niveau de jeu, son efficacité va commencer à un peu basculer. Un des problèmes de Forge, tu sais, je comprends que sur papier, Forge nous vendait que Sabac était aussi bon que Borges ou meilleur. Je pense que c'est deux types de joueurs très différents. Puis je pense que ils ont jamais vraiment réussi à remplacer Borges parce qu'un gars comme Borges aurait été important. Puis Sabac, oui, il fait beaucoup de choses en défense, il travaille, je veux dire en milieu, il travaille, il se bat pour la possession, il essaie de garder possession du ballon. Il me laisse sur ma faim. Puis je pense que dans la saison morte, je sais pas si Forge va vouloir rester dans la continuité, surtout avec le match qui va les attendre l'année prochaine contre le Toronto FC. Mais je pense que ce serait peut-être pas une sage décision de rester dans la continuité, puis peut-être déjà penser un petit peu plus en avant, à voir comment on peut s'améliorer en milieu de terrain. Ouais, effectivement, il va falloir voir comment ça peut s'améliorer en milieu de terrain du côté de Forge FC. Je suis complètement d'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour sur ce match-là. En tout cas, on attend bien évidemment le prochain match de Forge FC pour pouvoir en parler un peu plus longuement. J'aimerais parler un peu d'une annonce de la part de Canada Soccer qui est quand même assez intéressante. C'est le nouveau président de Canada Soccer qui a mentionné quelque chose aujourd'hui durant la mi-temps et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Il a dit que ils vont jamais envoyer leurs équipes nationales vers des échéances importantes comme les qualifications à la Gold Cup, les qualifications à la Coupe du Monde et ainsi de suite, sans donner de match préparatoire pour les deux équipes, que ce soit du côté masculin ou du côté féminin. Par contre, c'est sûr, ils s'en remettent au gouvernement canadien pour tout ce qui est de la santé, bien évidemment, mais c'est dans leur intention de donner de l'expérience et de donner des matchs préparatoires pour ces équipes, pour les équipes nationales. On avait peur de ça du côté du Canada. On avait peur que il y a beaucoup de rumeurs. Ouais, Canada Soccer a pas d'argent, donc c'est pour ça que il y a pas de matchs amicaux pour les féminines. Même chose pour pour l'équipe masculine. Ben non, on vient tout juste de nous confirmer que effectivement c'est pas le cas, que les équipes masculines et féminines auront des matchs de préparation. Alors combien, quand, ça on le sait pas encore. C'est quand même intéressant, n'est-ce pas, Daniel? Oui, ben, je suis content qu'on reparle de ça, là. Malheureusement, chaque fois qu'il y a eu des annonces, des soupçons de rumeurs, c'était une fausse alerte. Là, j'espère que cette fois-ci, on va y arriver, là, que ça dépasse le stade de bonnes intentions, que ça se confirme, là. De toute façon, on tiendra nos auditeurs occupés avec dès qu'on aura une annonce officielle. Exactement. Ben, Alex? Moi, il y avait des rumeurs qui venaient des médias au Panama comme quoi que le Canada était supposé envoyer l'équipe nationale au Panama pour jouer 2 matchs contre l'équipe nationale du Panama. C'est une excellente idée parce que je veux pas, ok, je vais acheter les gars un peu parce que, on a eu l'annonce que les États-Unis, ils vont avoir des matchs préparatoires aux États-Unis, puis on sait qu'ils ont joué des matchs en Europe. Mais, pour être honnête, si tu veux aller à la Coupe du Monde, tu dois gagner en CONCACAF. C'est pas en allant en Europe que tu peux jouer contre d'autres équipes plus fortes. Nous, on doit apprendre à gagner sur la route. Je pense que le Canada, c'est une équipe qui est quand même assez forte à domicile. Je pense qu'on n'a pas perdu à BMO Field depuis 2012, je pense, contre le Pérou.
Donc, on est quand même très bon à domicile, mais on a des problèmes sur la route, puis surtout en CONCACAF. Puis si tu veux te rendre à la Coupe du Monde, tu dois apprendre à jouer en CONCACAF et gagner en Amérique centrale. Fait que c'est une excellente stratégie si c'est vrai qu'on va au Panama, puis on va jouer 2 fois là-bas. L'autre bonne nouvelle pour ça, c'est que tu sais, sur papier, oui, on a un excellent 11 partant. Je pense qu'on est capable d'avoir un 11 partant qui peut compétitionner, puis on l'a prouvé contre les États-Unis, au moins pour le match à Toronto. Mais, tu sais, la profondeur, oui, on a beaucoup de joueurs qui jouent dans les clubs, mais tu veux voir de quoi qu'ils sont capables dans l'équipe nationale, puis c'est dans les matchs préparatoires comme ça, sur la route, que tu vas avoir une meilleure idée de qu'est-ce que tu as sous la dent. C'est sûr, on a des gros problèmes en défense centrale. Puis oui, on sait que Cornelius, il n'était pas toujours titulaire à Vancouver, mais on sait que Vitória, il l'est au Portugal. Moi, j'aimerais bien voir Dominique Zator du Cavalry, puis Amer Didic du FC Edmonton, qui a déjà joué pour le Canada, puis qui a compté un but pour le Canada. Je pense que c'est des joueurs qui sont très, très, très capables. Ce serait bien d'avoir ce genre de profondeur-là. Ce serait bien de pouvoir compter sur plus que 2 ou 3 gars en défense. Puis en parlant de Dominique Zator du Cavalry, Tommy Wilden, il avait dit qu'il y avait un prêt vers la Championship en Angleterre. Ça a passé très proche d'arriver, mais ça n'a pas fonctionné. Puis puis il avait dit que les circonstances du COVID avaient beaucoup joué là-dessus, mais il espérait que ça pouvait repartir en janvier. Fait que ça fait juste vous prouver que on a du potentiel, mais il faut aussi les faire jouer dans notre environnement d'équipe nationale. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle si Soccer Canada finalement trouve le moyen de nous donner plus de matchs, parce que juste envoyer les équipes à froid dans ces genres de compétitions-là, ça nous a pas servi dans le passé, puis ça nous servira pas cette fois-ci non plus. Effectivement, donc j'ai complètement raison. En tout cas, c'est intéressant du côté du Canada. Les choses vont bien, les choses vont mieux, c'est sûr. Après, cette défaite ici de Forge FC peut paraître comme si le Canada est encore en train de, je vais utiliser un terme québécois, est en train de choquer encore dans les grands rendez-vous. Par contre, écoutez, on avance petit à petit, on avance ici du côté du soccer canadien. Les amis, je pense que ça va clôturer ici notre podcast de CS à l'érable. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin. Daniel, est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs avant qu'on clôture ce podcast-là? Bien, juste de rester attentif. On a toujours des nouvelles infos, donc ça sera au plaisir d'en parler dans les prochaines semaines. Exactement. Et toi, Alex, est-ce que tu as un mot à dire aussi par rapport à tous nos auditeurs et par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui? Oui, c'est crève-cœur la défaite contre Arcahaie, mais il faut voir le positif. Personne n'aurait vu une équipe CanPL en CONCACAF League, encore moins battre des équipes du El Salvador ou du Panama, gagner des matchs en Amérique centrale. Il faut être fier de ça. Faut pas oublier que Forge, la majorité de l'équipe viennent de la Division 3 canadienne en Ligue 1 Ontario. Fait que tu prends des jeunes de Ligue 1 Ontario, tu leur donnes une saison et demie en CanPL, puis ils vont défier les géants en CONCACAF, même si on a perdu contre Arcahaie, mais on a battu Taureau, qui était l'équipe la plus haut cotée. Faut être fier de ça. Puis l'avenir est brillant parce que Forge et Cavalerie, c'est les deux équipes qui c'est comme le baromètre, c'est comme la mesure, right? C'est comme le niveau que tu veux que ta ligue atteigne. Puis, tu sais, à l'avenir, les autres équipes, ils vont essayer de surpasser ça ou battre. Peut-être que dans 2 ans, ça va être Cavalry, ça va peut-être être Halifax, puis un jour, on va y arriver. Fait que, oui, c'est décevant, mais faut voir le positif. Moi, je pense que on a fait des progrès. Exactement, on a fait des progrès, je pense qu'on en a parlé durant tout ce podcast. Il y a du positif là-dessus, puis on espère en avoir de plus en plus. Je vais vous remercier à vous deux d'avoir été là avec moi aujourd'hui.
Et je vais aussi remercier bien évidemment nos auditeurs d'être aussi fidèles de semaine en semaine, d'écouter nos podcasts ici sur le soccer canadien, de nous laisser parler de CanPL et ainsi de suite. On a beaucoup de personnes qui nous écoutent de semaine en semaine, qui découvrent notre podcast. N'hésitez pas à partager notre contenu, à parler de nous, à mentionner et à partager le podcast. Ça nous fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas non plus. Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode de CS à l'érable. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode chez Culture Soccer de CS à l'érable.